Plus que 12 mois pour la fin du calvaire des habitants du quartier Toudou-Bogo de Ouagadougou. Les nids de poules et la poussière devraient laisser place au confort du bitume. Opération de resurfaçage de 12 km de voirie également. Les travaux ont été lancés hier, le film dans un instant. Le Covid-19 qui poursuit sa course inquiétante à travers le monde. Au total, ce sont désormais une cinquantaine de pays qui sont touchés, parmi lesquels le Nigeria, premier pays de l'Afrique subsaharienne, a notifié un cas. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie a atteint un point décisif au point où chaque pays doit se préparer à faire face à son premier cas. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard. C'est une bonne nouvelle pour tous les habitants du quartier Toudou-Bogo à la périphérie nord de la capitale. Jusque-là, ils devaient composer tous les jours avec les désagréments d'une route impraticable et très poussiéreuse. Et bien, dans 12 mois, ils pourront savourer le confort du bitume. Les travaux ont été lancés officiellement hier. Oscar Soulama, Abdelaziz Yagibou. C'est un autre pas vers le désenclavement des zones périphériques de Ouagadougou. Le prolongement de l'avenue de la Concorde nationale à Toudou-Bogo, d'une longueur de 3 km, voit le chantier de son bitumage officiellement enclenché par ce coup d'engin de génie civil donné par le ministre des Sports et celui des Infrastructures. L'ensemble des prestations et des travaux qui intègrent entre autres la construction de caniveaux va coûter à la BOAD, au Fonds spécial routier et au budget de l'État environ 1,735 milliard de francs CFA. Malgré le contexte difficile, le programme présidentiel, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, se déroule à merveille. Le plan national de développement économique et social s'exécute au quotidien. Le bitumage de cette avenue vient accroître un nombre important de voiries déjà bitumées à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, bientôt à Ouaiga. 12 mois sont accordés à l'entreprise commise à la tâche pour livrer l'infrastructure. D'ores et déjà, le département en charge des infrastructures promet une route haut de gamme. Ce sera une route de haute qualité, car c'est une route qui sera construite en béton bitumineux. C'est une route qui bénéficiera de l'assainissement, c'est-à-dire de caniveaux. Et c'est une route qui sera éclairée sur l'ensemble de sa longueur. La voie est tellement dégradée que nous ne pouvons que saluer le début des travaux de réhabilitation. La concrétisation de ce projet de bitumage devrait contribuer à l'émergence d'infrastructures socio-économiques diverses tout le long de ce prolongement de l'avenue de la Concorde nationale. Une grande opération de réfection également lancée hier. Cette fois, ce sont 12 km de voirie en mauvais état dans la ville de Ouagadougou qui sont concernés. Un petit coup de lifting en 8 mois et qui devrait coûter plus de 3 milliards de francs CFA. Oscar Soulama, Abdelaziz et Yagibou. 4 ministres posant au-dessus d'un engin de travaux publics comme pour dire que le gouvernement se donne tous les moyens pour être à la hauteur des défis de développement des voiries de Ouagadougou. Des voiries dont certaines, bien que revêtues de bitume, sont en piteux état du fait des trous béants qui les parsèment. Pour les usagers de 6 voies du centre-ville, le calvaire lié à ces dégradations tombera dans l'oubli pour peu que les délais de 8 mois impartis pour les travaux de resurfaçage soient respectés. Les voies concernées sont la rue Oumarou Kanazoué, l'avenue Saponi, la rue Naba Zombré, la rue Général Sangouli Lamizana, la rue Ilboudé Wanyande et président Maurice Yamengo, l'avenue Elisaré et colonel Félix Tien-Tarbou. On est content ce matin, on veut que l'État continue à faire comme ça, sans qu'il y ait le route seulement. Les choses vont avancer. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas travailler. Nous sommes dans une vision où nous voulons montrer à nos partenaires au développement que non seulement nous sommes capables de construire des routes, mais nous sommes capables avec eux et avec le budget national de construire aussi des programmes de réhabilitation. Parce que c'est ça aussi, construire de manière durable. Et nous voulons avoir donc des couloirs bien clairs pour que les gens qui sont les plus nombreux, notamment donc les piétons et les gens qui sont en 2 roues, puissent avoir donc la possibilité de pouvoir circuler librement et que nous puissions aussi appeler les gens à être vigilants pour que les panneaux qui nous parlent, nous puissions donc les respecter. Environ 3,140 milliards de francs CFA sont injectés pour la réhabilitation de ces routes urbaines
dont la longueur totale est estimée à un peu plus de 12 km. Vous savez, il y a 2 ans, nous avions démarré ce programme qui consistait à remettre en état les routes qui sont fortement dégradées. En début d'année, nous avons poursuivi avec la deuxième tranche et cette fois-ci, c'est 12,3 km regroupant 6 rues et avenues importantes. Il est clair que par moment, il va falloir que les riverains, que les usagers endurent les règles de sécurité qui vont être mises en place pour que ces travaux-là se déroulent dans de très bonnes conditions. Les travaux de chaque voirie vont s'exécuter en fonction de son état de dégradation. L'objectif étant d'améliorer la fluidité du trafic ainsi que la sécurité des usagers. Politique pour poursuivre le Front patriotique pour le renouveau qui annonce son retour sur la scène politique après 3 mois de suspension. Hier, les premiers responsables du parti étaient face à la presse, l'occasion de donner leur lecture de la situation nationale, mais aussi de dévoiler leurs ambitions. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Après 3 mois de suspension, le Front patriotique pour le renouveau, le FPR, refait surface avec les mêmes objectifs. Le FPR n'est pas dans la logique de la recherche du pouvoir d'État à tout prix. Notre engagement politique est dicté par le rêve de voir l'espoir sur le visage de la majorité des Burkinabés. Le FPR reste déçu de la gestion de la situation sécuritaire malgré ses appels. Pour lui, le pays fait toujours face à une évolution macabre de la question sécuritaire qui menace tout le monde sans exception. Nous aurions aimé avoir tort quant à la manière parfois vigoureuse de sonner la cloche dans l'espérance d'un réveil managérial salvateur, mais hélas, le problème perdure avec une allure toujours menaçante et toujours inquiétante. Pour nous, croire qu'on fait ce qu'on peut, ou qu'on peut ne pas mieux faire, est une fatalité, un aveu d'impuissance, voire un échec. Pour Aristide Ouedraogo et ses camarades, la démocratie doit être au service du peuple. Il ne peut y avoir élection que si la sécurité revient sur toute l'étendue du territoire national. Entre la démocratie et les peuples, pour nous, la primauté se trouve au niveau des peuples. Il faut d'abord qu'il y ait un peuple, que ce peuple soit sécurisé et qu'on puisse naturellement le conduire sur l'élan démocratique. La démocratie a un prix à payer. Mais ce prix est-il supérieur à la sécurité de la population? Nous ne pensons pas. Pour nous, la priorité des priorités doit être la sécurisation des populations et du territoire national. Le Front patriotique pour le renouveau appelle le gouvernement à ne pas poursuivre sa logique de l'application de l'UTS sur les indemnités du public. Pour lui, le maintien de certaines institutions qu'il qualifie de budgétivores pourrait être supprimé en vue de pallier aux inconforts budgétaires. Face à la presse également, le mouvement Brassard Noir. Et c'était ce matin, au milieu des échanges, plusieurs sujets d'actualité, dont l'élargissement de l'UTS aux primes et indemnités des travailleurs publics. Le point avec Roger Kam et Caroline Ouari. La situation sécuritaire et les attaques terroristes, la situation politique et sociale, l'actualité internationale. Pour sa première sortie médiatique de l'année, l'organisation de la société civile dite le Brassard Noir ratisse large. Sur le cas de la situation sécuritaire, l'organisation s'interroge sur l'opportunité de tenir des élections annoncées pour le mois de novembre prochain dans tel contexte et donc de se proposer de rencontrer l'ensemble de la classe politique nationale dans le but de trouver la formule pour que ces élections se tiennent dans un contexte apaisé. Sur le sujet qui défraie la chronique, toujours au plan national, à propos de l'application de l'UTS, le Brassard Noir donne sa position. Suite à l'application de l'UTS sur les travailleurs du public, le Brassard Noir demande aux différents syndicats de savoir raison garder pour qu'ensemble, nous construisions un Burkina Faso de paix, de sécurité et de développement. Au plan sous-régional, le Brassard Noir montre son intérêt pour la situation en Côte d'Ivoire en lien avec les prochaines élections. Prenant parti, l'organisation condamne les différentes violations des droits des citoyens. En Côte d'Ivoire, nous saluons et encourageons l'Église catholique ivoirienne qui s'est auto-servi la crise préélectorale imminente en appelant les citoyens et les acteurs politiques à mettre en avant l'intérêt supérieur de ce pays frère afin de prévenir et de bannir toute violence avant, pendant et après les élections. Nous condamnons le silence coupable et complice de la communauté internationale sur les violations flagrantes des libertés individuelles et collectives dans ce pays à quelques mois de la tenue d'élections présidentielles.
Les recommandations sont aussi au menu de cette conférence de presse. Recommandations à l'endroit du président du FASO, des partis politiques, des syndicats et même à l'endroit de la justice pour faire entendre l'ancien président de la Haute-Volta, Jean-Baptiste Ouedraogo, au sujet de son livre parlant de Thomas Sankara. Aussitôt mise en place, aussitôt contestée, des transporteurs routiers ont exprimé ce matin leur indignation au lendemain de la mise en place de la nouvelle fêtière avec à sa tête Issouf Maïga. Selon ces frondeurs, le processus de mise en place n'a pas été consensuel. Ils accusent même le gouvernement de cautionner une forfaiture. Explication Amadou Ilboudo et Draman Dadian. Des mots durs, parfois crus, proférés à cette conférence de presse dans une salle à majorité constituée de chauffeurs routiers. Ils dénoncent un passage en force dans la mise en œuvre de leur fêtière, créée il y a à peine une semaine à Bobo-Dioulasso. L'un des points d'achoppement consiste au casting des acteurs devant animer la vie de cette fêtière, outil technique par essence et gage de l'opérationnalité du secteur. En termes clairs, positionner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, principe sacro-saint de toute organisation sérieuse. D'où leur désapprobation pour une fêtière qu'ils jugent non consensuelle, mise en œuvre avec la complicité du gouvernement. Nous ne comprenons pas pourquoi il s'est établi un boulevard de communication entre vraiment le premier ministère et le bureau de Maïga Issoufou. Alors, ce qui nous a laissé vraiment sous-entendre qu'il y a eu effectivement beaucoup de concertations en off, entre parenthèses, pour nous mettre devant le fait accompli le 13 février, où nous sommes allés apprendre que l'ensemble des 19 syndicats parlaient désormais d'une même voix et qu'ils avaient d'ailleurs trouvé la date du 18 février comme date pour tenir le congrès à Bobo, qui devait accoucher bien évidemment des bureaux de la fêtière. Avec de tels agissements, disent-ils, la parenthèse de crise qui secoue le secteur des transports au Burkina est loin de se refermer. Ils annoncent alors la tenue de leur congrès les 14 et 15 mars prochains pour créer une autre fêtière des transporteurs du Burkina, plus inclusive et participative. Toute autre chose pour poursuivre les députés de la province de Loubre-Tenga face à leur mandant. C'est une séance de redevabilité, des échanges directs pour évaluer les avancées dans la région, mais aussi pour évoquer les attentes encore nombreuses des populations. Bernard Kombelem, Estelle Judith Assogba. Les élus nationaux de la région des Ignarés face aux populations. Ces dernières ont répondu présentes à l'appel des deux députés, Marc Lambert Zungrana et Maïmouna Ouedraogo Sawadogo, pour prendre part à ce cadre de dialogue. Un cadre consacré à l'évaluation citoyenne de l'action gouvernementale dans la province de Loubre-Tenga. Durant 2 jours, les participants vont s'intéresser au niveau de la mise en œuvre des services publics en ce qui concerne l'assainissement et les infrastructures, et pour nous permettre à la population de s'impliquer à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc notre rôle ce matin, c'est surtout écouter les populations. Nous voulons avoir l'avis et l'appréciation surtout des populations pour pouvoir voir s'il y a des mesures correctives à prendre. Beaucoup de réalisations ont été effectuées en matière de santé, eau et assainissement, éducation et infrastructures courant 2016-2019. Il s'agit entre autres de la construction des fourrages, de la gratuité des soins chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans et du bitumage des routes. Nous avons eu de l'eau potable, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau de la santé, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge gratuitement. Cependant, tous les produits ne sont pas concernés par la gratuité. Nous demandons plus de soutien. Nous demandons aussi au gouvernement de mettre l'accent sur les femmes, car ce sont elles qui sont les plus vulnérables. Des préoccupations parmi tant d'autres auxquelles les députés Marc Lambert Zungrana et Maïmouna Ouedraogo, dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, doivent user de tout leur poids pour trouver des solutions. Aux évaluations également pour le cadre sectoriel de dialogue eau, environnement et assainissement dans ces différents secteurs. Le tableau fait ressortir de réels motifs de satisfaction, mais de grands défis demeurent pour 2020 et parmi eux la collecte de près de 3000 tonnes de déchets domestiques ou encore la réception d'une dizaine de barrages. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo.
Instance pour rendre compte de l'état d'avancement des activités, le cadre sectoriel de dialogue réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes. Une occasion donc pour examiner ce qui a pu être fait des différents engagements. Du bilan de 2019 au niveau du secteur environnement, eau et assainissement, si des acquis majeurs ont été enregistrés, des défis restent à relever. Nous avons jeté un regard rétrospectif sur les activités 2019. Nous avons constaté un taux d'atteinte des cibles de nos indicateurs d'environ 64%. Nous avons atteint un taux de réalisation de nos produits d'environ 43%. Comme on dit, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. C'est vrai, ces activités se sont déroulées dans un contexte que tout le monde connaît, que ce soit le problème de sécurité, que ce soit le problème donc, de régression des financements, ou que ce soit donc de façon globale les problèmes environnementaux. Au cours de la concertation, les participants analyseront les résultats obtenus, apprécieront le niveau de fonctionnement du dialogue sectoriel, puis proposeront des actions futures en vue de l'atteinte des objectifs du secteur. L'année 2020 devant marquer la fin du PNDS, les acteurs ont été invités à redoubler d'efforts afin que le bilan définitif soit retentissant. Les leaders religieux en première ligne dans le combat contre le terrorisme, leur influence auprès des populations est telle que le groupe intergouvernemental contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest compte s'appuyer sur eux. Le groupe a réuni quelques-uns d'entre eux ici même à Ouagadougou pour une séance de sensibilisation. Alidou Badini, Zouaviel Dabiré. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut assécher ses sources de financement. Les spécialistes de la question en sont convaincus, les experts financiers, eux, en font leur cheval de bataille. Ils sensibilisent ce matin les leaders religieux burkinabés sur le phénomène du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit de leur fournir les clés de compréhension du phénomène et ses ramifications complexes selon les organisateurs, de les ériger en acteurs de sensibilisation de la jeunesse contre le gain facile et surtout contre l'extrémisme violent. Le terrorisme essaye d'utiliser le terreau fertile qui est le chômage. Des jeunes qui sont peut-être diplômés, mais qui ne parviennent pas à avoir un boulot. Donc ces jeunes-là pourraient être très facilement attirés par le gain facile, l'argent facile. Donc c'est d'amener ces chefs religieux à mieux sensibiliser les jeunes pour leur faire comprendre que l'argent est important, mais attention, ce n'est pas tout argent qu'il faut prendre. Cette stratégie de lutte contre le terrorisme, développée ici par le groupe intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest à l'intention des leaders religieux, est novatrice et efficace, dira le ministre d'État Simeon Savadogo. Plus de 80% des Africains ont confiance aux leaders religieux selon les sondages Afrobaromètre réalisés dans 34 pays africains sur la période 2016-2018. Les sensibiliser sur ces questions donc, c'est porter le message de paix au maximum de personnes. Pour réussir cette lutte, après plusieurs séminaires qui ont pu être faits à Bamako et au Niger, donc il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions parler à des personnes importantes dont les sermons peuvent influer sur les jeunes en attente d'espoir. Et c'est les leaders religieux qui, à travers leurs prêches, à travers donc leurs sermons, peuvent travailler à éradiquer ce langage haineux qui peuvent inciter les jeunes tout justement à adhérer au projet terroriste. Le groupe intergouvernemental contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest est une institution spécialisée de la CEDEAO créée depuis 2000. Son mandat, protéger les économies des États membres contre le blanchiment des produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme. Elle a à son actif plusieurs acquis comme la sensibilisation et le plaidoyer auprès des parties prenantes dans la lutte contre les crimes économiques. Je vous le disais en titre, le Covid-19 poursuit sa course inquiétante à travers le monde. Au total, ce sont désormais une cinquantaine de pays qui sont touchés, parmi lesquels le Nigeria, premier pays de l'Afrique subsaharienne, a notifié un cas. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie a atteint un point décisif au point où chaque pays doit se préparer à faire face à son premier cas.
Et puis, c'est l'escalade en Syrie. Au moins 33 soldats turcs ont péri hier dans la province d'Idlib dans des frappes attribuées au régime syrien. Ankara annonce des représailles faisant craindre un embrasement général de la région. L'armée de Bachar el-Assad est en pleine opération de reconquête de ces provinces rebelles avec le soutien de Moscou. En Syrie, c'est un pas de plus vers une escalade militaire entre le régime de Damas et Ankara. Au moins 33 soldats turcs ont été tués jeudi dans la province d'Idlib dans des raids attribués au régime de Bachar el-Assad. Soutenu par l'aviation russe, ce dernier a lancé depuis avril 2019 plusieurs offensives meurtrières dans cette province stratégique du nord-ouest syrien, dernier grand bastion rebelle et djihadiste du pays. Malheureusement, 7 de nos soldats grièvement blessés sont morts en martyrs. La prise en charge des autres blessés se poursuit. Encore une fois, qu'ils reposent en paix. Je souhaite un prompt rétablissement à nos blessés. Mes condoléances à leurs familles et à notre nation. En représailles à la mort des soldats turcs, Ankara a affirmé bombarder des positions du régime de Bachar el-Assad dans la nuit de jeudi à vendredi. Après plusieurs semaines d'affrontements meurtriers, cette nouvelle montée des tensions survient alors que Paris et Berlin ont dit vouloir organiser un sommet à 4 avec Ankara et Moscou, ce dernier étant en appui du régime syrien. Washington a appelé à un arrêt immédiat de cette offensive, je cite, odieuse du régime d'Assad, de la Russie et des forces soutenues par l'Iran. Depuis décembre, près d'1 million de personnes ont été déplacées, selon les Nations Unies. Pas de revue de presse aujourd'hui pour des raisons indépendantes de notre volonté. Toutes nos excuses. Ainsi s'achève donc ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.